Salut les amis, alors comme vous le savez, j'ai fait très récemment une vidéo sur les pronostics du bac pour montrer que c'était un petit peu des fake news. Eh bien, on va voir qu'on peut quand même prédire certaines choses et je vais vous montrer comment. En fait, il y a une certaine catégorie de sujets qui revient très souvent. Cette catégorie de sujets, c'est les sujets en peut-on, faut-il, doit-on, est-il nécessaire que, X peut-il, etc. L'année dernière, sur les 9 sujets de dissertation tombés au baccalauréat général et technologique, il y en avait 6 qui reprenaient ces formulations. Donc ça fait une probabilité de 6 sur 9, ce qui est assez énorme. Et donc il y a une grande probabilité pour que vous tombiez sur ce type de sujet. Vous comprenez maintenant pourquoi il est crucial de vous préparer à ce type de formulation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un plan en 3 parties sur ce type de sujet en remplissant un tableau méthodiquement. Dans ces sujets, on interroge la possibilité ou la nécessité, mais toute la question est de savoir de quel point de vue. Si je vous dis par exemple, peut-on cramer un billet de 500 balles? Ben oui, d'un certain point de vue, je peux le faire. Je peux prendre un billet de 500 balles, voilà, et je peux le cramer. Gainsbourg, c'était un petit joueur, il a pris 500 francs, moi je prends 500 euros. Voilà, donc on peut voir qu'un billet de 500 euros, ben ça crame, donc il peut cramer. Mais toute la question est de savoir, est-ce que je peux le faire d'un point de vue légal éventuellement ou moral? Alors il se trouve que d'un point de vue légal, ben, c'est autorisé, contrairement à une idée reçue. Depuis 1994, l'article du code pénal a été abrogé, donc on a le droit de le faire légalement. Par contre, est-ce que c'est bien moral de cramer ce qui peut représenter 1 an de salaire au Mali? Vous comprenez maintenant que sur une question en peut-on, il y a toujours au moins 2 sens, c'est-à-dire la possibilité pratique, la capacité que j'ai à faire quelque chose, la capacité notamment ici que j'ai de brûler un billet de 500, et la possibilité morale. Est-ce que c'est bien légitime? Est-ce que j'ai le droit d'un point de vue moral de le faire? Prenons maintenant un exemple de sujet de bac qui pourrait tomber. Alors je vais prendre un exemple qu'on a déjà en partie traité dans une vidéo précédente, donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, allez voir cette vidéo, je la mets en lien. La question est la suivante, peut-on être heureux au milieu des malheureux? Alors je ne vais pas rentrer dans l'analyse du sujet détaillé, je vais vous donner seulement le plan très rapide. Vous allez tout simplement tracer sur votre feuille de brouillon un tableau à double entrée. Dans une entrée, vous allez mettre possibilité pratique, possibilité morale, et dans l'autre entrée, vous allez mettre oui et non. Donc vous allez maintenant remplir ce tableau. Dans la première case de ce tableau, il va falloir répondre donc possibilité pratique, oui. Quelle est la possibilité pratique qui permettrait d'être heureux au milieu des malheureux? Tout simplement le fait que le bonheur est toujours lié à une certaine forme de domination des autres, et que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc ça, c'est ce que vous allez remplir dans votre première case. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo précédente. Ensuite, vous allez passer à la deuxième case. Donc dans cette deuxième case, vous avez toujours possibilité pratique, c'est-à-dire quelle est la capacité que j'ai à être heureux au milieu des malheureux, sans me préoccuper pour le moment de la question morale. Et vous allez dire finalement qu'on ne peut pas être heureux au milieu des malheureux d'un point de vue purement pratique. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas fait pour être heureux lorsqu'il y a des gens malheureux autour de nous, tout simplement parce qu'il y a un mécanisme d'empathie. C'est-à-dire que nous avons de l'empathie pour les autres, ce qui nous empêche de nous réjouir quand nous voyons les autres souffrir. Donc vous êtes maintenant dans une opposition entre d'un côté la possibilité pratique d'être heureux au milieu des malheureux et l'impossibilité pratique d'être heureux au milieu des malheureux, et vous allez dépasser ça par le point de vue moral. Ça va être la troisième case du tableau dans laquelle vous allez vous demander si finalement le bonheur n'implique pas un certain engagement politique, un certain idéal de justice qui m'interdirait d'un point de vue cette fois-ci moral d'être heureux au milieu des malheureux. C'est-à-dire que le problème n'est plus de savoir si j'ai la capacité ou pas d'être heureux au milieu des malheureux, mais si c'est légitime d'un point de vue moral. Donc vous avez maintenant vos 3 parties, c'est-à-dire que ces 3 cases du tableau vous donnent vos 3 parties de la dissertation. Vous allez me dire, il reste quand même une 4e case, qu'est-ce que je fais avec? Le plus souvent, en fait, cette 4e case, vous n'allez pas vraiment l'utiliser. Alors des fois, elle va être du côté du oui, des fois, elle va être du côté du non, mais finalement, ici, dans le cas présent, je vois pas comment construire toute une partie autour de la possibilité morale d'être heureux au milieu des malheureux. Il pourrait éventuellement y avoir une idée selon laquelle le fait d'être heureux, ça permettrait de communiquer aux autres qui sont malheureux votre bonheur, et donc d'un point de vue moral, il pourrait y avoir un certain sens à être heureux au milieu des malheureux. Sauf que je vois mal vraiment comment faire toute une partie là-dessus. Alors on a vu jusqu'à maintenant 2 formes de possibilités, la possibilité pratique et la possibilité morale. Ce qu'on va voir maintenant, c'est 2 formes de nécessité qu'on retrouve dans les sujets du type « faut-il » ou « est-il nécessaire de » ou « sommes-nous obligés de ». Et donc on va voir qu'il y a 2 formes de nécessité, pareil, nécessité pratique, nécessité morale. Nous allons commencer un nouveau sujet, faut-il être stupide pour être heureux? Alors pareil, vous allez faire votre tableau à double entrée, mais cette fois-ci ce n'est pas la possibilité mais la nécessité. Donc première ligne, nécessité pratique,
Deuxième ligne, nécessité morale, et nos deux colonnes, oui et non, comme la fois précédente. On va maintenant remplir notre première case du tableau qui va nous donner notre première partie de la dissertation. Donc dans la première case de ce tableau, nous allons analyser la stupidité d'abord comme un manque de conscience. Être stupide, d'une certaine manière, c'est un peu manquer de conscience, c'est-à-dire ne pas trop savoir ce qu'on fait. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'animal a un degré de conscience plus faible que celui de l'homme. Même si on lui accorde un certain niveau de conscience, il n'a pas exactement le même niveau de conscience qu'un humain. Donc d'une certaine manière, être un peu stupide, c'est un peu se rapprocher du stade animal. Hegel disait justement des animaux qu'ils vivent en paix avec eux-mêmes, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les animaux sont plus heureux que nous puisqu'ils ont moins de conscience. La conscience implique pour nous d'avoir des remords, la conscience implique pour nous de nous réfléchir en permanence, c'est-à-dire d'avoir un regard sur nous-mêmes qui parfois nous culpabilise ou qui parfois nous remet en question, c'est-à-dire que la conscience, finalement, ne nous rend pas vraiment heureux. D'ailleurs, on connaît tous des gens qui réfléchissent un peu trop, qui sont trop dans l'introspection et du coup qui passent jamais à l'action. Et donc ça peut les rendre éventuellement malheureux. Il faut parfois être un petit peu stupide pour aller aborder votre crush et risquer de prendre un râteau. Ce soir, tu veux venir manger au restaurant avec moi? Non. Et donc c'est la raison pour laquelle les animaux sont beaucoup moins dépressifs que nous, puisqu'ils prennent pas de distance avec eux-mêmes en permanence, ils assouvissent leurs pulsions de manière naturelle et immédiate. C'est exactement ça qui est intéressant dans le film Fourmis, c'est-à-dire qu'on voit une fourmi qui commence à se poser des questions existentielles et donc qui devient humaine. Elle se demande est-ce qu'elle doit être fourmi ouvrière, est-ce qu'elle doit être fourmi soldat, est-ce qu'elle doit être complètement autre chose, ce qu'une fourmi en vrai ne fait pas. Si elle est née ouvrière, elle reste ouvrière, si elle est née soldat, elle reste soldat. Mais la possibilité de la conscience, c'est cette distance avec soi-même qui permet de faire différents choix. Et le fait d'avoir ces choix ouverts devant elle la rend finalement malheureuse et dépressive. Je me suis toujours dit qu'il devait forcément y avoir mieux ailleurs. Ouais, peut-être que je pense trop au fond. Je pense que tout ça doit remonter au fait que j'ai eu une enfance très angoissée. Vous savez, ma mère n'avait jamais de temps à me consacrer. Vous savez, quand vous êtes l'enfant du milieu, dans une famille de 5 millions, on s'intéresse pratiquement pas à vous, tout le monde s'en fout. Et en plus, il y a mon travail, ne me lancez pas là-dessus, parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi, j'étais pas fait pour être ouvrier, ça je vous le dis tout de suite. Je me sens physiquement inadéquat. C'est-à-dire que la dépression serait constitutive de la conscience. Et c'est la raison pour laquelle, dans les pays riches, même avec tout le confort possible, les humains consomment tout de même des antidépresseurs, puisque la dépression, en fait, c'est un symptôme de la conscience. Toujours dans cette première case du tableau, vous pouvez radicaliser le propos. Je vais par exemple le faire en faisant intervenir un personnage qui était l'un des plus grands joueurs d'échecs du monde. C'était Bobby Fischer, champion du monde des États-Unis à l'âge de 14 ans seulement. Et il faut savoir que Bobby Fischer était un grand surdoué, comme vous pouvez l'imaginer. Et le fait d'être surdoué, finalement, ne l'a pas aidé à être heureux. Le fait d'être surdoué, finalement, l'a un petit peu coupé du monde parce qu'il n'arrivait pas à s'intégrer avec les gens normaux. Et donc, sa très haute intelligence l'a coupé du monde jusqu'à le rendre paranoïaque. Bobby Fischer était devenu tellement paranoïaque à la fin de sa vie qu'il pensait qu'il y avait un complot juif autour de lui alors qu'il était lui-même juif. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de délire. Le prodige américain des échecs, Bobby Fischer, est devenu le plus jeune champion de l'histoire de ce jeu. J'exige au moins 1 mètre entre le public et moi. Sinon, j'ai l'impression d'entendre leurs pensées. Bobby montre des signes de paranoïa aiguë et de troubles de la personnalité. Ils veulent tous me baiser, les Russes, les Juifs. Né juif. Bobby est juif. Vous lui dites quoi quand il dit ce genre d'obscénité? On passe maintenant à la deuxième case du tableau dans laquelle on va voir que finalement, c'est très difficile d'être heureux lorsqu'on est totalement stupide. Pensez ici par exemple à un auteur comme Épicure qui affirmait que le bonheur dépend directement de la manière dont on arrive à hiérarchiser nos désirs. Certains de nos désirs sont totalement superficiels ou totalement virtuels et ne nous rendront pas heureux. Et donc il faut faire de la philosophie, il faut être intelligent pour arriver à discerner dans nos désirs lesquels sont les plus authentiques et lesquels finalement sont les plus vides. Petite parenthèse, il est toujours intéressant de redéfinir les termes du sujet en fonction des différentes parties et des différentes idées que vous apportez à votre dissertation. C'est-à-dire qu'ici, la stupidité ne dépend pas directement d'un quotient intellectuel, on peut avoir un quotient intellectuel très élevé, comme par exemple Jordan Belfort, le personnage principal du Loup de Wall Street de Scorsese. Et Jordan Belfort est effectivement quelqu'un qui est un surdoué de la finance, mais il est très malheureux parce qu'il n'arrive pas justement à faire de hiérarchie entre ses désirs, il est soumis à toutes ses pulsions et n'arrive pas à faire la différence entre la femme qu'il aime et n'importe quelle call girl. Scorsese montre très bien finalement que la véritable stupidité, c'est la domination du virtuel sur le réel. Dans le métier de trader de Jordan Belfort, c'est la domination de l'économie virtuelle
sur l'économie réelle, la recherche de gains illimités, d'une jouissance illimitée. Et dans sa vie aussi, Jordan Belfort va rechercher cette jouissance illimitée, ce que Lacan appelait le plus de jouir, qui résonne avec l'idée de plus-value économique. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas. Ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance. C'est pas dans le tableau périodique des éléments. Putain, y a rien de réel. Tu piges. Ouais. Non mais regarde-toi, Jordan. T'es un malade. T'es un grand malade. Je t'emmerde. Tu me prendras pas mes gosses. Tu crois vraiment que je... Paragraphe 1. Le défendeur plaidera coupable de tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés devant le tribunal des États-Unis d'Amérique. Jordan Belfort est donc stupide ici puisqu'il est prisonnier d'une idée qui finalement est liée à son métier de trader, selon laquelle le plus de jouir, finalement plus la jouissance est forte, plus le bonheur sera grand. Toujours dans cette deuxième case du tableau, vous pouvez ajouter un nouvel argument qui consisterait à dire que pour être heureux, il faut arrêter d'être un mouton, il faut cultiver sa singularité, sa créativité, ce qui fait finalement de vous quelqu'un de spécial. Et c'est pas en restant comme un no-life devant World of Warcraft toute la journée que vous allez être heureux. C'est toi qui as l'armure de Sundor. Oui, je sais. Ok, Kenny, tu bois ton élixir de mangouze, je vais augmenter la puissance de mon marteau. Nous allons maintenant essayer de dépasser cette opposition dans une troisième partie qui va correspondre à la troisième case de ce tableau. La question n'est plus maintenant de savoir s'il est nécessaire d'un point de vue pratique d'être stupide pour être heureux, mais est-ce que finalement c'est souhaitable d'un point de vue moral? Alors pensez ici à une citation de John Stuart Mill qui affirmait qu'il valait mieux être un Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. C'est-à-dire que le bonheur ne doit pas simplement se comprendre sous la forme d'une satisfaction. John Stuart Mill nous dit qu'il faut faire la différence entre content, c'est-à-dire la satisfaction, et happiness, qui est le bonheur. En français, on retrouve également cette opposition entre la simple satisfaction et le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur doit être aussi une élévation spirituelle. Selon John Stuart Mill, on ne peut pas mettre sur le même plan tous les plaisirs. On ne peut pas mettre sur le même plan le fait d'écouter une symphonie de Mozart ou une sonate de Beethoven et passer 5 heures à chiller devant les anges de la télé-réalité. Sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Donc vous voyez bien que dans cette troisième partie, la question n'est plus de savoir s'il faut nécessairement être stupide pour être heureux d'un point de vue pratique, mais si c'est souhaitable d'un point de vue moral et existentiel. Prenons l'exemple de Baudelaire, qui était un personnage extrêmement torturé, mais aussi très créatif, et il disait la chose suivante à l'une de ses connaissances. « Vous êtes un homme heureux. Je vous plains, monsieur, d'être si facilement heureux. Faut-il qu'un homme soit tombé bas pour se croire heureux? Ah, vous êtes heureux. Facile à contenter alors. Je vous plains, et j'estime ma mauvaise humeur plus distinguée que votre béatitude. » Je profite de cette citation de Baudelaire pour faire une petite parenthèse. Lorsque j'ai indiqué dans les deux tableaux possibilité morale et nécessité morale, il ne faut pas l'entendre dans un sens trop strict, du bien et du mal, au sens d'une morale bourgeoise dont finalement Baudelaire se fichait pas mal. Il faut entendre ici le terme moral dans un sens très large, c'est-à-dire finalement quelque chose qui viendrait dépasser la possibilité pratique ou la nécessité pratique. Quelque chose de spirituel qui viendrait dépasser cet enjeu simplement pratique. On terminera alors sur cette citation de Baudelaire qui nous montre assez bien que finalement le bonheur n'est peut-être pas le but ultime de l'existence et que pour être quelqu'un de singulier, pour être quelqu'un de créatif, il faut accepter de rencontrer une certaine forme de souffrance. Voilà, alors vous pouvez maintenant traiter tous les sujets qui commencent par peut-on, faut-il, doit-on, est-il nécessaire de, X peut-il, etc. Vous savez comment faire, vous prenez votre feuille de brouillon, vous tracez votre tableau, vous mettez vos 4 cases, vous en remplissez 3 et vous avez vos 3 parties. Attention, quelques exceptions quand même, il y a certains sujets qui se formulent de cette manière mais qui ne s'interprètent que d'un point de vue pratique ou moral. Je vous donne un seul exemple. Peut-on apprendre à penser? J'ai beau réfléchir, je ne vois pas vraiment le côté moral dans cette affaire. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse sur un sujet de dissertation. Faut-il s'abonner ou non à Serial Thinker pour avoir le bac? Je vous laisse 4 heures, en 3 parties évidemment, et je vous dis merde pour le bac et à très bientôt.